Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo d'actualité et on va voir les différentes news qui se sont passées cette semaine. Majoritairement, les actualités vont tourner autour de quelques grands acteurs et on verra que Google va être un pilier très important de cette vidéo. Si vous débutez dans le milieu de la cybersécurité, je vous invite tout de suite à télécharger le guide que vous pouvez trouver dans la description. Il est offert, donc allez tout de suite vous servir. Pensez également à vous abonner à la chaîne YouTube si vous aimez les vidéos en cybersécurité. Alors la première actualité du jour, ça va être le rachat de Mandiant, la société Mandiant, par Google pour ni plus ni moins que 5,4 milliards de dollars, ce qui est assez énorme. Alors pourquoi ils ont racheté la société Mandiant? Mandiant, il faut d'abord connaître un petit peu ce que c'est. C'est une société qui a été créée en 2004 par un ancien officier de l'US Air Force et c'est une société qui a été dans les premiers à publier en fait un rapport qui accuse le gouvernement chinois d'espionner des sociétés américaines. Alors cette société qui fait de la cybersécurité et qui fait surtout de la protection d'actifs, elle a été rachetée à plusieurs reprises. La première fois qu'elle a été rachetée, c'était en décembre 2013 par FireEye pour le montant de 1 milliard de dollars, ce qui était déjà assez important. Et après, ils ont été rachetés à nouveau par Symphony Technologies pour 1 milliard en juin 2021 pour être revendus là il y a quelques jours pour 4,5 milliards. Donc c'est-à-dire que Symphony Technologies a fait quand même de très gros bénéfices. Après, cette société, elle est actuellement implantée dans 22 pays. Ils ont des consultants en cybersécurité dans 22 pays et ils ont des clients dans plus de 80 pays. Donc on voit que c'est quand même quelque chose d'assez lourd en termes de process et que c'est quand même une très grosse structure. Alors, pourquoi Google souhaite l'acheter, sachant qu'ils sont déjà des équipes techniques qui sont quand même relativement compétentes? C'est pour la partie Google Cloud, parce que Google Cloud se développe de plus en plus, et du coup, ils ont besoin d'avoir des équipes qui sont dédiées à la cybersécurité et qui sont dédiées à la protection en fait de Google Cloud. Donc c'est aussi pour ça qu'ils ont racheté cette société, et on va voir en tout cas comment elle va se déployer, comment ça va se développer sur le long terme. La deuxième actualité dont j'avais envie de vous parler, c'était tout simplement l'actualité sur un malware qui se déploie de plus en plus, qui s'appelle Shikitega. Alors ce malware Shikitega, il tire son nom du Shikata Ganai, qui est un encodeur polymorphe qui existe sur Metasploit. Pour ceux qui ne le savent pas, un encodeur, ça permet ni plus ni moins de packager, pour faire simple, un binaire, un payload, une charge active. Et l'idée de cet encodeur polymorphe, c'est qu'à chaque fois qu'on va l'appliquer, il va y avoir une variation, ce qui fait que les antivirus ne peuvent pas fonctionner sur des signatures traditionnelles. Parce qu'on va avoir la même charge active, mais qui va être modifiée légèrement au fur et à mesure du temps pour éviter en fait que les antivirus puissent réagir. Alors ce virus-là, il a été détecté par la société AT&T Cybersecurity et ils ont identifié les différents vecteurs d'attaque. Ils ont aujourd'hui un petit peu de mal à identifier les premiers éléments d'infection. Par contre, ils savent que ça va exploiter deux vulnérabilités Linux qui ont été divulguées en 2021 et que ça va majoritairement cibler en fait des objets connectés sur Linux. Alors la première chose en fait que va faire ce malware quand il va se déployer, il va télécharger Metal. Alors Metal, c'est un outil qui va lui permettre d'embarquer tout un tas d'outils différents pour aller récupérer le contrôle de la webcam, pour aller donner différents contrôles d'accès à distance, pour récupérer différents éléments, pour analyser le réseau. Donc c'est un peu une boîte à outils qui va être déployée sur la machine en question. Il va également déployer aussi ce qu'on appelle XMR Rig, qui est un logiciel de mining pour Monero. Alors pourquoi ils vont déployer ce logiciel de mining plutôt qu'un autre? Tout simplement parce qu'en fait, avec Monero, il faut miner avec des CPU. Et quel est le meilleur moyen pour miner rapidement de la crypto-monnaie et du coup faire des bénéfices? C'est d'avoir un impact qui est le plus important possible. C'est pour ça qu'ils vont attaquer un maximum d'objets connectés qui souvent ne sont pas mis à jour ou souvent qui sont mal sécurisés. Et donc, je vous invite vraiment, en tout cas, à sécuriser régulièrement vos objets connectés, à les mettre à jour et éviter de laisser les configurations par défaut. La deuxième news qui était très importante à propos de Google, c'est la team de sécurité OSS Fuse, qui est une team qui permet de faire en fait du fusing de services chez Google. Alors, qu'est-ce que c'est le fusing? Le fusing, c'est le fait d'envoyer des données qui sont mal formées à des applications pour voir comment elles vont réagir. Par exemple, si l'application permet de rentrer 250 caractères, on va essayer de lui envoyer 260 caractères pour voir comment elle réagit. Et donc, eux, ils existent déjà depuis 2016. Leur objectif étant de trouver un maximum de vulnérabilités sur des projets qui sont open source pour aider la communauté à s'améliorer et pour aider les produits du quotidien à devenir de plus en plus sécurisés. Ils ont pu identifier comme ça plus de 8000 vulnérabilités de sécurité et 26 000 autres bugs. Alors, bien sûr, quand on trouve une vulnérabilité, des fois elle est exploitable, des fois elle ne l'est pas, des fois c'est juste une information. Et donc là, eux, ils font un appel, on va dire, à l'aide en demandant aux gens de faire ça de manière plus régulière, de tester des vulnérabilités sur des sites qui sont open source, sur des logiciels qui sont open source. Et plus récemment, en fait, ils ont trouvé une vulnérabilité dans TinyGLTF,
qui est une dépendance qui est très utilisée en fait dans plus de 700 projets open source qui sont vraiment critiques. Et ils ont vraiment trouvé une vulnérabilité qui met à mal, on va dire, ce logiciel-là. Et ils trouvent dommage en tout cas que les personnes ne passent pas leur temps à essayer d'améliorer leur sécurité. Et pour bien comprendre dans quel cadre en fait cette team a été créée, elle a été créée suite à la divulgation en fait de Heartbleed, la vulnérabilité qui a eu un très gros impact sur la partie SSL-TLS. Et donc ils ont dit ok, très bien, on va développer une équipe de sécurité qui va attaquer tous les logiciels open source qui peuvent exister, parce que ces logiciels open source sont réembarqués dans d'autres choses que nous on peut utiliser assez régulièrement. Et donc il faut s'assurer que les vulnérabilités elles soient bien corrigées. Donc voilà, si vous avez des compétences et que vous avez un petit peu de temps, je vous invite en tout cas à aller identifier des vulnérabilités de ce type-là. Souvent, c'est plutôt des débordements de mémoire, donc il faut quand même avoir un certain niveau de compétence pour aller essayer d'identifier ces vulnérabilités. Souvent, elles ne sont pas payées non plus, donc c'est vraiment pour du plaisir que vous faites ça, et ça permet surtout de permettre à tout le monde d'avoir des outils qui sont sécurisés. Pour cette news-là, je voulais mettre un gros carton rouge à l'entreprise HP, qui est une marque de PC qui est très utilisée dans les différentes sociétés. Pourquoi je leur mets un carton rouge? Tout simplement parce qu'en fait, ils ne corrigent pas les vulnérabilités qui ont été remontées. Alors récemment, il y a eu la conférence Black Hat qui a mis en avant et mis à jour un certain nombre de vulnérabilités sur la partie firmware en fait des ordinateurs HP. C'est une société qui s'appelle Binarly qui a remonté les informations en fait en juillet 2021 à HP, qui les a remontées de nouveau en avril 2022 et après qui a fait un talk complet à la Black Hat en fait pour l'expliquer comment l'exploiter. Et ils ont même fait un article en fait sur leur blog le 8 septembre avec tous les détails. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de vulnérabilités qui sont avec des scores qui dépassent les 8. Globalement, ce sont des vulnérabilités qui permettent de faire l'élévation de privilèges ou encore de mettre une porte dérobée dans le BIOS, ce qui est quand même très très grave d'un point de vue cybersécurité. Et justement, ils en ont un petit peu marre parce que HP, ça fait déjà des années qu'ils corrigent la moitié des vulnérabilités ou qu'ils ne corrigent pas certaines vulnérabilités. Et donc, eux, ils ont des clients qui utilisent du HP qui ont beau être à jour en permanence, ils se gardent des vulnérabilités qui sont encore importantes. Et c'est pour ça qu'ils ont fait le choix de développer un outil qui s'appelle Binarly F-Hunt. Et donc cet outil, il est utilisable par n'importe quelle société et il permet d'identifier des vulnérabilités UEFI au niveau du firmware. Donc c'est-à-dire que vous avez une société, vous avez des ordinateurs d'une marque, je ne sais pas, Dell, MSI ou autre, vous lancez ces logiciels-là, ça vous permet d'identifier des vulnérabilités et de les reporter directement au constructeur. S'ils sont plus réactifs que HP, et je l'espère que ce sera le cas, en tout cas, ça vous permettra d'améliorer votre niveau de sécurité. Parce que là, concrètement, HP, c'est pas la première fois qu'ils font le coup. J'ai remonté une CVE il y a quelques années sur du HP. Ils ont mis pareil très très longtemps avant de la corriger. Donc aujourd'hui, si jamais vous faites du bug bounty et autres, je vous recommande pas forcément d'avoir des scopes en fait chez eux. Par contre, faites très attention si vous avez du matériel HP, d'essayer de le mettre à jour le plus régulièrement possible. Essayez de suivre un petit peu tout ce qui se fait. Mais là, voilà, aujourd'hui, gros carton rouge en tout cas pour HP. Je pense qu'à chaque vidéo d'actualité, je vais pouvoir parler de iOS, macOS et Apple. Ils sont encore pris une vague de 0-day qui est arrivée. Je pense que les chercheurs commencent vraiment à s'intéresser à cet écosystème-là. Et ici, ce sont plusieurs CVE, dont certaines qui permettent l'élévation de privilèges, d'autres qui permettent de faire de l'exécution de code dans des endroits où il ne faudrait pas pouvoir faire. Et là, actuellement, sur la CVE 2022 32917, c'est ni plus ni moins que 10 trous de sécurité qui ont été corrigés sur iOS 16 et sur les différents éléments qu'il peut y avoir. Donc quand vous êtes sur tout ce qui est iOS et Mac et que vous pensez être totalement protégé, non, vous ne l'êtes pas, il y a des vulnérabilités comme sur tous les autres systèmes. Mais globalement, je vous invite vraiment à vous tenir au courant. Par contre, ils ont été quand même assez réactifs parce qu'ils ont apporté des correctifs de sécurité assez rapidement une fois que les éléments ont pu être remontés. Mais pensez bien à toujours mettre à jour sur les différents firmware. Alors, dans cette vidéo, en général, on parle vraiment d'actualité et il y en a une qui a été un peu mise en avant récemment, qui est pour tout ce qui est centre opérationnel de sécurité, donc les SOC. Et il y a une norme, un standard en fait qui a été appliqué, qui est sorti et qui aujourd'hui demande à être suivi par un grand nombre de personnes. En tout cas, tous les acteurs du milieu de la cyber espèrent que les acteurs qui sont en SaaS, qui proposent des SOC en SaaS, vont appliquer en tout cas cette nouvelle norme parce qu'elle m'a l'air d'être vraiment très intéressante. Je vais vous en parler très rapidement et si ça vous intéresse, on pourra faire une vidéo complètement dédiée sur le sujet. Il faudra juste me le dire en commentaire sous la vidéo. Alors en fait, cette norme, elle a été développée par l'institut américain qui s'appelle le CPA et qui demande en tout cas certains principes. Ils sont basés sur 5 critères qui sont la sécurité, la disponibilité, l'intégrité des processus, la confidentialité et le respect de la vie privée. Donc ce sont des éléments qui sont et d'un point de vue technique et d'un point de vue politique de sécurité. Donc on a un double processus qui est très intéressant.
Et aujourd'hui, on peut être SOC 2 type 1 ou SOC 2 type 2. Le SOC 2 type 1, c'est ni plus ni moins qu'en fait, on va vérifier que le process existe. On ne vérifiera pas forcément la qualité de ce process. Donc, on va juste cocher en disant oui, ça existe, ça existe, ça n'existe pas. Et dans le type 2, on va regarder en fait comment le process fonctionne déjà depuis au moins 3 à 12 mois et voir s'il est réellement effectif et si réellement il correspond aux besoins. Donc, ce n'est pas en fait une norme qui est uniquement faite pour les personnes qui sont techniques, mais c'est également une norme qui est politique et organisationnelle. Et du coup, quand vous voudriez, vous en tant que société, faire appel à un centre opérationnel de sécurité, eh ben, vous pourrez demander qu'il soit certifié SOC et du coup, ça leur demandera en tout cas un certain niveau de réglementation et ça leur demandera d'avoir un certain cadre. Et c'est vraiment très important de garder ce cadre sur le long terme. L'Iran est un acteur qui est vraiment très important dans la partie cyberespionnage. Et du coup, ils ont lancé en fait une nouvelle équipe qui s'appelle APT42. Alors, ils avaient déjà une première équipe qui s'appelle APT35 qui était pour les opérations long terme. Mais là, actuellement, il y a une équipe qui s'appelle APT42 qui était anciennement connue sous le nom de UNC 788. Alors, je ne sais pas où ils vont chercher ces noms-là parce que c'est quand même relativement imbuvable. Mais globalement, à cette société qui est un groupe, on va dire, je pense, d'État à l'heure actuelle, il y a peu d'informations, mais je pense que de ne pas me tromper en disant que c'est un groupe supporté par l'État. Et ce qu'ils vont faire, ces personnes-là, c'est qu'ils vont attaquer des organisations à but non lucratif, mais qui vont toucher à tout ce qui est éducation, gouvernement, santé, tout ce qui est la partie légale, création, les médias, tout ce qui est pharmaceutique. On les a vus très actifs sur la partie campagne contre le Covid-19. Et donc, ce sont des personnes qui vont essayer de protéger les intérêts de l'État. Dans l'article que je vous présente ici, en tout cas, il y a un élément qui est très important. Ils disent que voilà, APT35, c'est vraiment orienté sur le long terme, alors que APT42 est orienté plutôt sur tout ce qui est politique interne, politique extérieure et la stabilité du régime actuel. Donc, ils utilisent des méthodes qui sont quand même très techniques et ils vont utiliser des outils de base, par exemple comme du PowerShell, pour aller exploiter certains services chez Windows. Donc ici, cette activité est de plus en plus importante. Donc je pense que dans les jours à venir et dans les mois à venir, on va entendre parler de plus en plus de APT42. Alors si vous avez un pare-feu, et je pense que souvent c'est le cas dans les différentes sociétés, il y a eu une vulnérabilité assez importante qui est tombée sur un plugin en fait de chez pfSense. pfSense qui est un pare-feu FreeBSD qui est vraiment très connu et très utilisé dans le monde à l'heure actuelle. Et il y a eu une vulnérabilité qui permettait une exécution de commandes à distance sur le plugin PF Blocker NG. Le problème, c'est que ce plugin, il n'est pas installé en fait par défaut, mais il est quand même très utilisé. Et du coup, la question et la réflexion qui s'est faite un petit peu derrière tout ça, c'est à quel point les plugins peuvent impacter un service en fait qui est censé faire de la sécurité, qui est censé vraiment de tout bloquer et se protéger en tout cas des attaques externes, et quel impact ça peut avoir, et à quel point il est possible de protéger l'hôte des plugins qui peuvent être installés dessus pour éviter que c'est un impact qui soit complètement démesuré. À l'heure actuelle, ce qu'ils disaient, c'est que sur Shodan, il y avait à peu près 27 000 pfSense qui étaient exposés sur Internet. Par contre, on ne peut pas savoir si toutes les versions utilisent en tout cas ce plugin. Et en plus, cette vulnérabilité, elle affecte uniquement les versions 2.1.4/26 et inférieures. Donc, c'est-à-dire que si vous mettez à jour, ça va être corrigé. Et donc, il faut vraiment mettre à jour en permanence les différents plugins, en plus de mettre à jour le corps directement du PFC. Également, une des grosses vulnérabilités qui ont pu être trouvées chez WatchGuard en pare-feu. Donc là, on voit qu'en ce moment, c'est plutôt des vagues qui viennent de l'extérieur qui vont essayer de trouver des portes d'entrée. Et donc là, plusieurs vulnérabilités assez importantes qui ont pu être trouvées, que ce soit un débordement de mémoire, que ce soit en fait une attaque XPath ou différents éléments. Et donc, ils sont aperçus qu'en chaînant plusieurs vulnérabilités qui avaient été initiées par un groupe russe, il est possible d'arriver à s'introduire complètement sur WatchGuard de l'extérieur sans identifiant. Et aujourd'hui, on a un certain nombre d'interfaces d'administration qui sont exposées sur Internet de chez WatchGuard. Et du coup, la meilleure chose à faire, c'est tout simplement de désactiver cette exposition sur Internet. En plus de mettre à jour, parce que bien sûr, WatchGuard a proposé des correctifs assez rapidement. Donc, pensez à mettre à jour assez régulièrement vos produits. J'espère en tout cas que vous aimez ce type de vidéo. Dites-moi en commentaire si il y a des actualités qui vous parlent et s'il y a des sujets en particulier dont vous voulez qu'on s'arrête en priorité. Pensez à mettre un pouce bleu, pensez à vous abonner également à la chaîne YouTube et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Salut!